Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose de nous demander si l'euro est une monnaie viable pour l'Union européenne. En d'autres termes, si l'euro est une zone monétaire optimale. Alors, pour faire cet exposé, je m'appuie principalement sur mon mémoire de fin d'études de master première année qui s'intéressait donc à l'euro et qui était un commentaire de l'ouvrage La fin de l'euro de Christian Saint-Étienne. Alors évidemment, les analyses de cet ouvrage tel que je l'ai commenté à l'époque, c'était en 2009, ne sont plus forcément valables. Il me semble que le livre avait été mis à jour et republié, mais je ne sais pas quand cela a été fait la dernière fois, donc je ne peux m'avancer sur le fait que les analyses qui sont dans le livre actuellement sont à jour ou pas. Pour ma part, je me suis permis de mettre à jour l'analyse que j'avais faite à l'époque. Donc, nous allons nous intéresser dans cette vidéo aux différents critères qui font qu'une zone monétaire est optimale ou pas. Nous allons commencer par l'un des critères les plus importants, si ce n'est le plus célèbre, le critère de Mundell. D'après Robert Mundell, pour pouvoir former une zone monétaire unique, donc avoir une monnaie unique, avec taux de change fixe ou monnaie unique, deux pays doivent avoir une forte mobilité des facteurs de production, travail et capital. Forte mobilité entre eux, évidemment. Imaginons deux pays, A et B, touchés par un choc asymétrique exogène de la demande. Admettons que la demande du pays A se déplace vers la demande du pays B. Dans le pays A, le taux de chômage augmente et la balance courante devient déficitaire. Dans le pays B, il y a tension sur les salaires qui augmentent pour attirer des travailleurs étant donné qu'il y a pénurie de main-d'œuvre et l'inflation est galopante. Dans le cadre d'une zone monétaire optimale selon le critère de Mundell, eh bien, les travailleurs du pays A, où le taux de chômage est élevé, se déplacent vers le pays B, où il y a une pénurie de travailleurs. On peut le comprendre. Alors que si la zone monétaire n'est pas optimale et que les taux de change donc, sont fixes car chaque pays a la même monnaie, on est face à un problème
car on ne peut résoudre le problème que j'ai abordé qu'en augmentant ou en diminuant les prix et les salaires. Or, s'il y a une certaine rigidité au changement de prix et de salaire, cette solution n'est pas forcément faisable. Or, le problème, c'est qu'à l'intérieur de la zone euro, la mobilité du capital est élevée. On peut facilement déplacer le capital à les infrastructures, les machines-outils d'un pays à l'autre, sans que cela génère plus de coûts que de les déplacer et d'une ville à l'autre dans un même pays. Mais la mobilité du facteur travail, c'est-à-dire les travailleurs, cette mobilité-là est faible, car il y a les obstacles linguistiques et culturels entre les différents pays, entre autres évidemment. Maintenant, nous allons aborder le critère de McKinnon. Selon McKinnon, une zone monétaire est optimale si le degré d'ouverture des économies des pays membres les uns envers les autres est élevé, c'est-à-dire si le ratio de produits échangeables internationalement sur PIB est élevé. C'est le cas de la zone euro qui respecte ce critère puisque les échanges intra-zones sont élevés. Le critère de Kennan maintenant. Alors, d'après Kennan, si une économie est diversifiée, elle résistera mieux à un choc de demande sur un produit. Dans ce cas, il n'y a pas besoin de change flexible pour réguler l'économie, pour autant que le critère de Mundell soit respecté. En effet, s'il y a un choc sur un secteur, sur une économie, si celle-ci est diversifiée, les facteurs de production se déplacent vers un autre marché, un autre secteur. Donc, dans l'ensemble, les pays de l'Union européenne ont des économies diversifiées. Je dis bien dans l'ensemble, car il y en a qui sont moins diversifiées, comme par exemple la Finlande, qui est spécialisée principalement dans le bois et certains produits de haute technologie. Le critère d'intégration fiscale. Alors, selon ce critère, en cas de choc asymétrique, il est préférable d'avoir une forte intégration fiscale et budgétaire. Selon certains auteurs, cette dernière doit accompagner l'union monétaire. Il est évident que si un pays est frappé par une crise, il va pouvoir, en cas d'intégration fiscale et budgétaire, diminuer sa participation au budget commun pour se redresser plus facilement de la crise qu'il traverse. Or, dans l'Union européenne, il n'y a pas d'intégration fiscale. Chaque pays européen a sa propre fiscalité. Maintenant, nous abordons le critère de Cooper. D'après Cooper, une zone monétaire est optimale si les pays membres ont des préférences communes dans différents domaines: inflation, travail, loisirs, fiscalité.
Le traité de Maastricht tend à faire converger certaines des préférences, comme notamment les déficits publics et la dette publique, ainsi que l'inflation. Mais beaucoup de préférences ne sont pas homogènes, voire même hétérogènes elles sont. Car en matière de culture, de travail ou même de loisirs, les différences sont importantes, notamment au niveau du temps hebdomadaire de travail, qui est par exemple beaucoup plus court en France, 35 heures, qu'en Allemagne, où le temps hebdomadaire est de 37 heures. Donc on voit qu'il n'y a pas suffisamment de préférences communes pour que la zone euro soit une zone monétaire optimale selon ce critère. À présent, nous allons aborder la question d'homogénéité de développement. Sur ce sujet, deux thèses s'affrontent. La thèse monétariste, qui considère que l'intégration monétaire permet de faire converger les performances. On peut donc, selon cette théorie, organiser l'union monétaire, les convergences de performance, l'homogénéité de développement viendra ensuite. À cela, on oppose la thèse du couronnement, qui stipule que la convergence de performance doit précéder l'union monétaire. Lors de la constitution de l'euro, les Français ont plutôt défendu la thèse monétariste, alors que les Allemands ont défendu la thèse du couronnement. En fin de compte, on est arrivé à un compromis avec les différents critères à remplir pour entrer dans la zone euro. À présent, nous allons aborder les deux visions opposées de la construction européenne pour conclure cet exposé. Alors, il y a la vision d'une zone de libre-échange sans frontières, un immense marché commun, donc sans frontières, qui pourrait s'étendre jusqu'à des pays du Proche et du Moyen-Orient, et qui permettrait de connaître une prospérité commune et de mettre fin à certains conflits, certains litiges existant entre différentes zones. Si l'on veut mettre en place cette vision-ci, il faut se débarrasser de tout ce qui est institutionnel dans les traités européens. L'autre vision, c'est une union d'États-nations. Une union d'États-nations nécessiterait en effet d'avoir une forte intégration politique, un parlement, des représentants communs, une politique étrangère commune, un budget commun, une fiscalité commune. On en est très loin, d'autant plus que cette union d'États-nations ne pourrait se faire qu'entre États
ayant des performances et des préférences assez proches. Donc elle serait limitée en nombre de membres. On voit donc bien, selon moi, que l'on se rapproche de plus en plus d'une zone de libre-échange sans frontières plutôt d'une union d'États-nations avec une vision commune, une politique étrangère commune qui pourrait peser sur le monde. Voilà. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Je vous invite à la liker, à la commenter et à la partager. Je vous invite également à vous abonner à la chaîne si ce n'est déjà fait. Au revoir et à bientôt.